Oui, sans aucun doute, l'hiver est rude sur le front. Mais la véritable rude hiver au front, c'est exactement cela. Malgré les épreuves difficiles, les soldats ukrainiens ne perdent pas leur sens de l'humour. Honnêtement, l'hiver est notre saison. Nous sommes presque comme les chevaliers d'une campagne hivernale. L'été est difficile, mais l'hiver, il est parfait. Moins 40 degrés, et nous sommes prêts à passer à l'attaque. Il faut garder le sens de l'humour. Oui, nous n'avons pas d'autre choix. L'humour est le bouclier de l'âme. Alors, quel est leur secret pour survivre dans des conditions aussi difficiles? Et comment l'hiver influence-t-il le déroulement de la guerre? Cette année, l'hiver est arrivé sur les lignes de front plus tôt que prévu. La deuxième hiver est derrière nous. La troisième arrive. J'aime mon métier. Avant tout, l'hiver frappe le plus durement l'infanterie. Et la règle d'or de l'infanterie dans cette guerre est simple. Tu veux survivre? Creuse! Mais voilà le problème. En hiver, le sol est si gelé que creuser à la pelle, c'est comme essayer de casser du béton avec une cuillère. Les sapeurs entrent en scène. Bien sûr, faire exploser le sol sur la ligne de front n'est ni discret, ni vraiment pratique. Mais sur la deuxième ligne, le jeu commence. La méthode? On pose quelques mines, on allume la mèche, on attend 5 minutes. Boum! Et voilà, un petit abri bien confortable. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas simplement faire venir une pelleteuse? Ce ne serait pas plus simple? Mais la reconnaissance aérienne en a décidé autrement. Les drones modernes peuvent repérer les engins lourds à des kilomètres, rendant même les travaux de construction sur la deuxième ligne extrêmement risqués. Au final, l'essentiel du creusement repose toujours sur la bonne vieille infanterie et les sapeurs. Travailler en hiver, c'est exactement comme dans les manuels. La tige de sondage ne se plie pas. Parfait. Et mettons une chose au clair, les hivers ukrainiens ressemblent rarement à ces films de Noël douillet, avec leur neige légère et leur lumière scintillante. C'est plutôt un enfer froid et humide. La neige et l'humidité deviennent des ennemis aussi brutaux que les Russes. Si vous vous demandez comment c'est d'être dans une tranchée en hiver, ce soldat décrit parfaitement la situation. Je me suis toujours demandé à quoi ça ressemble, une tranchée en hiver. Il fait froid. Survivre dans de telles conditions tient souvent à des astuces ingénieuses. Certaines sont franchement hilarantes. Par exemple, voilà comment ils s'y prennent face à un terrain glacé. On a inventé une technique spéciale pour ce temps. Appelons-la la solution glisse et bam. Regardez, des images uniques que vous ne verrez que dans les forces armées ukrainiennes. Pourquoi ici, vous demandez-vous? Parce que ce sont des chaussettes réglementaires. Exactement. Et pour garder les pieds au chaud, on ajoute simplement une couche de plus par-dessus. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour leur humour. Mais sérieusement, rester au sec et au chaud est la priorité numéro 1 dans une guerre d'hiver. C'est là qu'entre en jeu la fidèle bougie de tranchée. Ces bougies sont fabriquées à la main par des civils, souvent avec la participation des enfants. On peut y préparer un repas, faire bouillir 1 litre d'eau en 20 à 30 minutes, ou même assécher entièrement un abri en utilisant seulement quelques-unes de ces bougies pendant leur cycle de combustion. Selon la situation, les soldats les utilisent pour toute une série de tâches. On n'a plus de bouteilles de gaz, alors on chauffe maintenant l'eau pour le café avec une bougie de tranchée. La fabrication est assez simple. Il suffit d'une boîte vide, de cire ou de paraffine et de carton. 1 kilogramme de paraffine permet de fabriquer environ 4 bougies de taille moyenne. Et non, pas besoin d'un doctorat pour en fabriquer une. Il suffit d'enrouler correctement le carton et d'éviter de se brûler avec la cire chaude. Ce chauffage bon marché et polyvalent est très apprécié des soldats en première ligne. Et il a un bonus surprenant. C'est aussi un petit piège sournois pour les snipers. On prend un morceau de tôle, on place la bougie derrière, ça chauffe à mort. Ensuite, on met en place une embuscade et on attend que le sniper morde à l'hameçon. Il vise la signature thermique, pensant qu'il y a quelqu'un, et révèle sa position. Lorsqu'il n'est pas possible d'allumer un feu, les soldats utilisent des chauffe-mains chimiques, comme principale source de chaleur sur le front. Alors je balance ce truc, et bam, une sorte de réaction chimique. Ne me demandez pas l'explication scientifique, aucune idée de comment ça marche. Mais ça chauffe, et c'est tout ce qui compte. Malgré tous les moyens de chauffage externe, la base pour rester au chaud et au sec en hiver, c'est un équipement adapté. La tenue d'hiver des forces armées ukrainiennes s'inspire du principe de superposition de l'armée américaine, avec quelques ajustements. L'ensemble comprend une couche de base, des sous-vêtements thermiques, une couche en polaire et une couche extérieure imperméable. Il ne s'agit pas d'un système complet à 7 couches, mais il est tout à fait suffisant pour rester au chaud dans la plupart des conditions hivernales. Avec cet équipement, nous survivrons certainement à l'hiver. Bienvenue dans l'armée ukrainienne. Ouais. Parlons des chaussures.
Les bottes d'hiver de l'armée ukrainienne ont connu une longue évolution. Les nouveaux talents sont de qualité tout à fait correcte, mais tous les combattants ne reçoivent pas une telle paire. Et même s'ils en reçoivent, une seule paire est loin d'être suffisante dans des conditions de combat actives. C'est pourquoi de nombreux soldats achètent des bottes supplémentaires à leurs frais. Alors, qu'en penses-tu? Ces nouveaux talents feront-ils le travail? Mettre en place des conditions de vie en hiver est exponentiellement plus difficile. La meilleure solution? Construire les positions en été dès que c'est possible. Les Russes se sont forgés une réputation pour leurs compétences en génie, mais les Ukrainiens ont leurs propres astuces. Regardez ça, une véritable ville souterraine. Des tunnels à perte de vue, des portes comme dans un immeuble. Derrière l'une d'elles, un bain, une zone de repos, des réservoirs d'eau, des lavabos, même des murs carrelés. Et ici, un sauna, c'est sûr, idéal pour échapper au bombardement. Mais la vraie magie, c'est l'effet de surprise. On entre à un endroit, on ressort ailleurs, totalement inattendu, grâce à ces tunnels. Un mitrailleur peut se déplacer calmement et avec assurance jusqu'à sa position de tir et envoyer un salut chaleureux à un groupe de sabotage ennemi. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus difficile de la guerre d'hiver, le combat lui-même. Se battre en hiver, c'est une toute autre épreuve comparée aux saisons plus chaudes. Je sors tout juste d'une garde de nuit. Je fais un pas dehors, en sous-vêtements thermiques, et bam, l'hiver te frappe en pleine face. On tiendra. Pour commencer, les arbres feuillus et les buissons, la Zelenka, qui offrent un camouflage naturel pendant les saisons chaudes, disparaissent en hiver. Sans eux, les soldats doivent compter sur des capes de camouflage spéciales pour rester invisibles. Elles ne protègent pas contre l'imagerie thermique, mais réduisent les risques de détection visuelle. Et parfois, cela suffit pour changer la situation pour le mieux. Peu importe la qualité du camouflage, lorsque l'ennemi avance, il est temps de riposter. Ils s'enterrent juste de l'autre côté du canal, à moins de 200 mètres. On ne peut pas les laisser se fortifier, alors on fait tout pour les neutraliser pendant leur approche. Le combat en tranchée en hiver est éprouvant. Cela exige compétence, concentration et détermination absolue. Avec une visibilité réduite, la boue sous les pieds et des armes qui ne fonctionnent pas à cause de l'humidité, les soldats sont souvent confrontés à des tâches presque impossibles. Charge le RPG. Il est mouillé! Donne-moi un autre, vite! Dans cet extrait, nous voyons 2 soldats qui freinent l'avancée de l'ennemi dans des conditions particulièrement difficiles. Donc vous avez une mine de mortier de 82 mm, adaptée à votre lance-grenade. C'est vous qui l'avez modifiée? Oui, contre l'infanterie. C'est très efficace. Mais dans ce cas, ça n'a pas marché. Elle n'a pas tiré. Peut-être que la poudre était humide. C'est pourquoi elle n'a pas explosé. Ces affrontements peuvent durer des heures, parfois même des jours, sans interruption. Les soldats se reposent et se réchauffent souvent en plein combat. Bon, la météo n'est pas fameuse, juste quelques averses de courte durée. En plus de tout cela, les gelures représentent un risque sérieux. Quand on est arrivé ici, il faisait un froid mordant. Les gens gelaient. Il y a eu des cas de gelure. Beaucoup de gars sont tombés malades. Tout, le classique. Au final, tu te soignes comme tu peux. Les médecins ukrainiens travaillent à la limite de leur capacité. Mais sur les lignes de front, ce ne sont pas seulement les soldats qui ont besoin d'aide. Les civils qui refusent d'évacuer les zones de combat font face à un hiver encore plus dur. Les bombardements ennemis détruisent les infrastructures critiques, laissant les habitants dans des maisons glaciales, sans électricité, sans gaz ni chauffage, tout en vivant sous la menace constante d'être blessés ou tués par des éclats d'obus. Des efforts sont déployés pour les évacuer malgré le danger constant. Pourquoi ne voulez-vous pas partir? Je ne sais pas, j'ai juste peur. Peur de quoi? Je ne sais pas. C'est pour votre sécurité, pour qu'il ne vous arrive rien ici. Il vaudrait mieux partir. Vous voyez ce qui se passe. Je vois, mais ça m'inquiète tellement, je ne sais pas. C'est vraiment mieux de partir, je vous dis la vérité. Commencez à vous préparer. Un véhicule arrivera bientôt pour vous emmener dans un endroit sûr. Je ne partirai pas. Après des missions comme celle-ci, les soldats retournent à leur position. Mets des chaussettes chaudes, il fait un froid de chien dehors. Ouais, il est temps de retourner au boulot. Et le cycle recommence. À propos, il convient de s'arrêter un instant pour parler des civils. Chaque soldat dans les tranchées se bat pour les personnes qu'il protège. Mais ces mêmes civils souffrent également, subissant des frappes incessantes sur les infrastructures énergétiques qui devraient leur fournir du chauffage en hiver. En avril 2024, une frappe de missile a détruit la centrale thermique de Trypillia, l'une des plus grandes d'Ukraine, qui fournissait de l'électricité à 3 régions. Et ce n'est qu'un chapitre parmi d'autres dans la destruction systématique des infrastructures civiles par la Russie. Voici comment l'un des employés de la centrale a réagi à sa destruction. Nous sommes tellement inquiets pour la ville, pour le nombre de personnes qui vivent ici. C'est un endroit si beau et ils sont en train de le détruire. Je n'arrive même pas à trouver les mots. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour maintenir et préserver cette centrale.
Le froid frappe d'abord l'artillerie. Par température négative, la portée peut diminuer jusqu'à 1 km. Pour les unités d'artillerie, c'est énorme. Autre problème, la mobilité. Le gel complique fortement le déplacement des pièces d'artillerie, notamment des obusiers tractés. Lorsque l'équipage prend une nouvelle position, il doit souvent enterrer partiellement le canon. À chaque tir, le canon s'enfonce de plus en plus profondément dans le sol gelé, ce qui complique considérablement son déplacement ultérieur. Pour le transporter, il peut être nécessaire d'utiliser des véhicules lourds, tels que l'Ural ou le Kamaz, ce qui peut attirer une attention indésirable. Les véhicules à roues ne sont pas épargnés non plus. Les conducteurs qui n'ont pas préparé leur équipement pour l'hiver ont eu des ennuis. Même après le remplacement des fluides, le changement des pneus et toute la préparation nécessaire, rien ne garantit que le camion ou le VAB tiendra jusqu'au printemps. L'hiver exige aussi une attention accrue aux détails, notamment en matière de camouflage. Les filets de camouflage jouent ici un rôle crucial. Notre mission est d'approvisionner les unités d'assaut de première ligne en ressources essentielles. Pour cela, nous avons besoin de véhicules opérationnels et fonctionnels pour l'évacuation et le transport. Afin de protéger ces véhicules, les filets de camouflage sont absolument indispensables. Ces filets permettent de dissimuler les véhicules dans des conditions enneigées, protégeant à la fois le matériel et le personnel contre la détection. Au final, une chose est claire, mener une guerre en hiver est extrêmement difficile. C'est pourquoi, durant les mois les plus froids, l'activité de combat a tendance à ralentir sur la plupart des lignes de front de la guerre russo-ukrainienne. Mais malgré ce ralentissement, les soldats restent dans les tranchées, les abris et les bâtiments tout au long de la ligne de contact. Malgré des conditions difficiles, ces hommes et ces femmes tiennent bon, résistant pour la 3e hiver consécutive à une invasion russe à grande échelle. Pour les Ukrainiens, l'hiver n'est plus une période de Noël et de fête, c'est désormais une saison de résilience et de survie. Mais gardons l'espoir que ces mois durs et glaciaux rapprochent les Ukrainiens de la paix et de la victoire. Merci d'être restés avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt. Regardez comment le Mirage 2000 abat un missile de croisière russe. Voici le Ha-101, un morceau de métal russe long, perfide et extrêmement coûteux, capable de transporter jusqu'à 800 kg d'explosifs. Mais aujourd'hui, ce tueur n'atteindra aucune ville ukrainienne. L'efficacité de l'interception des drones et missiles ennemis par le Mirage 2000 atteint 98%. Et voici un autre Ha-101 qui vole au-dessus d'un autre secteur du ciel ukrainien. Dans cette poursuite, le rôle du bon gars est joué par un F-16 qui vole à pleine vitesse directement derrière sa cible. Il y a, vous savez, cette seconde. Un instant qui, pour moi, dure toute une vie. Oui, la poursuite est tendue. Mais pourquoi le pilote ukrainien ne tire-t-il pas un missile comme l'a fait le pilote du Mirage ? Attends une seconde, mon ami, tu vas tout comprendre. Ce jour-là, les Mirage 2000 et les F-16 ont abattu ensemble au moins 10 missiles de croisière. Mais le ciel était encore loin d'être vide. Combien de missiles peuvent-ils abattre en une seule sortie ? Et si ces chasseurs occidentaux sont sacrément efficaces, pourquoi ne peuvent-ils pas fermer complètement le ciel au-dessus de l'Ukraine ? Analysons tout ça, étape par étape. Alors, l'épisode où le Mirage 2000 détruit le Ha-101. Allez, ça mérite d'être revu, de la pure beauté. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce missile ? Voici notre arme principale, le missile Magic 2. Il a démontré une efficacité exceptionnelle, avec un taux de destruction proche de 100%. Le Magic 2 est un missile RR de courte portée, avec une portée allant jusqu'à 20 km. Son principe est simple, tire et oublie. Dès que le chercheur infrarouge du missile verrouille la signature thermique de la cible, le pilote tire, puis manœuvre immédiatement pour s'écarter et éviter les débris. Mais voilà le problème. À l'heure actuelle, les Mirage 2000 ukrainiens n'emportent généralement que 2 missiles RR lors des sorties de combat. Il semble que la France ne fournisse que des Magic 2 de courte portée. À mon avis, et selon mes collègues, le Mirage 2000 ne dispose pas de missiles RR à plus longue portée. Techniquement, la version Mirage 2005 livrée à l'Ukraine peut emporter davantage de missiles, par exemple 4 missiles Mika de moyenne portée. La magie du Mika réside dans sa manœuvrabilité active en phase terminale. Le missile bondit littéralement après la cible, cassant brutalement les angles, comme un chat à la chasse d'une souris. Mais l'Ukraine n'en dispose pas. Ainsi, les Mirage 2000 ukrainiens décollent en mission de combat avec un emport limité à 2 missiles Magic 2. Et qu'en est-il du F-16 ? Avant de passer à l'analyse de ce que fait le chasseur américain, petit rappel, un like et un abonnement, c'est essentiel. Cliquez. Après tout, un j'aime est pratiquement un missile RR à courte portée et cliquez sur le bouton s'abonner soutient notre chaîne à grande distance. Merci. Commençons donc par l'épisode dans lequel un F-16 poursuit un missile russe.
Le matin, nous avons été décollés en alerte pour intercepter des missiles de croisière. Lorsque les radars ukrainiens détectent l'entrée de missiles de croisière dans l'espace aérien de l'Ukraine, l'officier de défense aérienne de permanence transmet immédiatement au commandement les coordonnées des cibles et leurs axes de progression. En quelques minutes, le pilote enfile sa combinaison de vol, ajuste son gilet, prend son casque et sa carte, puis court directement vers l'avion. Lors des frappes russes massives, les aérodromes eux-mêmes deviennent également des cibles. La tâche est donc claire, faire décoller les avions le plus rapidement possible car ils sont vulnérables au sol. Le GCI m'a guidé vers le premier groupe de missiles de croisière. Le GCI, Ground Control Intercept, assure le guidage du chasseur vers les cibles depuis le sol. Le GCI permet aux pilotes de se concentrer sur leur mission de combat plutôt que de perdre du temps à observer eux-mêmes le ciel. Pendant que l'avion prend de l'altitude, les contrôleurs le guident vers la cible par radio. Car le ciel est immense et la situation évolue à chaque seconde. Les missiles de croisière volent à environ 1000 km/h et ils manœuvrent comme des chiens enragés, cherchant à masquer la direction de la frappe principale. Regardez ces trajectoires de vol, 4 types de missiles de croisière, 2 types de missiles balistiques et tout un essaim de drones. Imaginez l'état des opérateurs de la défense aérienne face à des écrans qui clignotent de marques rouges dans toutes les directions. Un chasseur ne doit pas seulement rattraper le missile, il doit se placer sur le bon axe d'attaque afin d'obtenir le verrouillage. Puis, une autre cible, et encore une autre. Alors, combien de missiles un F-16 peut-il intercepter? Vous allez avoir une mauvaise surprise. Vous avez vu ces photos du F-16 en mode bête de guerre? Ça en impose. Mais il s'agit d'une configuration avancée, destinée aux avions équipés de supports Ember, Advanced Missile and Bomb Ejector Racks. De tels F-16, les pilotes ukrainiens ne peuvent qu'en rêver. Leurs avions emportent généralement 4 missiles RR, 2 missiles de moyenne portée AIM-120 AMRAAM et 2 missiles de courte portée AIM-9 Sidewinder montés sur les stations d'ailes. Et c'est tout. Et voici ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai abattu 4 missiles avec mes 4 missiles. J'ai vu toutes les explosions. Je regardais ça comme dans un film. Quand j'ai signalé au GCI que j'étais à court de munitions, il m'a dirigé vers ma zone de patrouille de combat. 4 sur 4, parfait. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans cet océan de menaces. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai immédiatement reçu l'information indiquant l'apparition de 2 nouveaux missiles de croisière. Le pilote décide de tenter l'interception au canon. Le M61A, un Vulcan, est un canon d'avion à 6 tubes, d'une cadence de tir délirante. C'est comme un petit dragon qui ne s'éveille que lorsqu'il faut mettre le point final à un combat aérien. Écoutez ce rugissement. Crescendo de feu et de métal. Une brève explosion et Shahed vole en éclats. Mais peut-on abattre un missile de croisière avec cet engin ? Et nous avons également été formés aux États-Unis, sur simulateur, ainsi que de manière théorique lors des cours. J'ai informé le GCI que j'étais prêt à intercepter ces 2 missiles de croisière. Le problème, c'est que pour réussir ce genre de manœuvre, il faut se rapprocher à environ 150 mètres. C'est pourquoi, sur ces images, le pilote ukrainien poursuit littéralement le missile. De plus, il devait choisir le bon moment pour que les débris ne tombent pas sur les zones résidentielles. Mais le pilote s'en est sorti. Les missiles ont été détruits par le canon, ce qui a été confirmé par le GCI. Que fait donc le Mirage 2000 lorsque ces 2 missiles sont épuisés? L'armement du Mirage 2000 comprend également 2 canons GIAT-30 de 30 mm intégrés. Cette arme était plutôt unique dans sa catégorie. Ce n'est pas un monstre à 6 tubes comme le Vulcan, mais il compense par un projectile très lourd et extrêmement rapide. Chaque projectile peut infliger des dégâts sérieux, même avec 1 ou 2 impacts seulement. Mais l'essentiel est là. Comme le GIAT-30 tire un projectile beaucoup plus puissant, le pilote du Mirage 2000 n'a pas besoin de s'approcher autant que celui d'un F-16. Le chasseur français peut engager des cibles à des distances allant jusqu'à 1500 mètres. Et voici un point supplémentaire. Ces obus de 30 mm possèdent une puissance explosive élevée. Ils peuvent incendier un VCI ou un APC, détruire des cibles non blindées, écraser des abris et mettre en pièces des véhicules légers au sol. Autrement dit, le Mirage 2000 peut aussi engager des cibles terrestres avec ses canons, plutôt impressionnant. Les avions français peuvent également emporter des armes air-sol de haute précision bien plus puissantes, notamment les bombes guidées AASM Hammer. Les forces ukrainiennes disposent déjà d'une expérience opérationnelle dans l'emploi de ces bombes depuis d'autres plateformes aériennes. Il y a également les missiles de croisière Escalp EG Storm Shadow.
Les experts estiment que les avions français peuvent être adaptés pour l'emport et l'emploi de ces missiles de longue portée, tout comme les Su-24M ukrainiens les utilisent déjà aujourd'hui. Ils peuvent aussi emporter d'autres armements de précision, comme les JDAMER américains. Pour l'instant, les Mirage 2000 ukrainiens opèrent principalement comme chasseurs de défense aérienne. Et qu'en est-il du F-16 ? Contrairement au Mirage 2000, le F-16 offre un éventail de capacités beaucoup plus large, notamment des frappes très efficaces contre des cibles terrestres. Pour l'instant, nous ne pouvons frapper qu'à la profondeur tactique, mais l'efficacité de ces frappes est très élevée. Les JDAM, Joint Direct Attack Munition, offrent une portée de 24 à 45 km, tandis que les JDAM-ER, Extended Range, peuvent atteindre jusqu'à 72 km. Leur portée permet aux pilotes de frapper sans pénétrer dans la zone d'engagement de la défense aérienne ennemie. Les F-16 peuvent également emporter des munitions de précision américaines, GBU-39, aussi appelées SDB, Small Diameter Bombs, offrant une portée maximale allant jusqu'à 110 km lorsqu'elles sont larguées depuis une altitude élevée. Il est établi que les pilotes de F-16 ont déjà frappé plus de 300 cibles terrestres, détruisant des centaines de véhicules ennemis, des postes de commandement, des centres de contrôle de drones, des dépôts de munitions et des nœuds logistiques. Pour en savoir plus sur les missions de combat terrestre du F-16 en Ukraine, regardez notre autre vidéo consacrée à cet avion de chasse. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi ces avions occidentaux ne peuvent toujours pas verrouiller complètement l'espace aérien ukrainien face aux attaques de missiles de croisière. Ainsi, pour verrouiller totalement le ciel au-dessus d'un pays aussi vaste que l'Ukraine et assurer une résistance réelle et durable face aux menaces russes, les responsables ukrainiens et les experts militaires estiment que le pays aurait besoin de 128 à 200 chasseurs polyvalents. Et qu'à l'Ukraine, le nombre exact d'avions actuellement présents en Ukraine n'est pas divulgué pour des raisons de sécurité, mais certains chiffres sont connus. La coalition de pays, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique, a promis à l'Ukraine environ 85 chasseurs F-16 au total. Moins de la moitié ont été livrés jusqu'à présent. La France prévoyait de transférer jusqu'à 20 Mirage 2000. Mais selon diverses sources, l'Ukraine n'aurait reçu pour l'instant que 6 de ces avions. Et même ceux que nous avons déjà sont constamment menacés. C'est déjà notre 3e aérodrome cette semaine. L'ennemi continue d'essayer de détruire notre équipement. Les Ukrainiens sont les premiers au monde à avoir appliqué le concept occidental ACE, Agile Combat Employment, en conditions de combat réel. Le principe est simple. Lorsqu'une menace apparaît, les chasseurs doivent se redéployer rapidement entre plusieurs aérodromes. Pour les radars ennemis, cette manœuvre doit ressembler à un chaos total. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car un avion de combat, ce n'est pas seulement du carburant et des missiles. Avant tout, il s'agit du personnel technique chargé de la maintenance complète et de la préparation de l'avion au vol. C'est pour cette raison que l'Ukraine a développé des complexes mobiles uniques pour soutenir les F-16. Ces complexes comprennent des ateliers pour la préparation complète des armes des F-16, un poste de contrôle des vols, un module d'habitation pour l'équipage et un véhicule de transport logistique. Les spécialistes peuvent se déplacer dans tout le pays et assurer la maintenance des avions là où ils se trouvent actuellement. C'est vraiment impressionnant. Mais ces spécialistes ne peuvent pas assurer la maintenance des Mirage 2000. On peut donc s'attendre à l'apparition de modules de soutien spécialisés supplémentaires. Ce zoo aérien complique sérieusement la tâche de l'armée de l'air ukrainienne, car les MiG et les Su en service avant l'invasion russe continuent de voler et assurent encore une part majeure des missions opérationnelles. Et maintenant, des rumeurs circulent sur la livraison éventuelle d'avions Gripen et Rafale en Ukraine, et on ne peut pas non plus refuser de tels avions. C'est un véritable cauchemar logistique. Dites-nous en commentaire quel chasseur vous paraît le plus moderne et le plus pertinent pour l'Ukraine, le Gripen ou le Rafale, ou proposez votre propre choix. Merci. Ainsi, voici notre analyse des tactiques des chasseurs occidentaux en Ukraine, de leur armement jusqu'au concept ACE. Mais dans ces playlists, vous trouverez des histoires encore plus passionnantes. Cliquez sur n'importe laquelle et continuez à plonger toujours plus profondément dans ce terrier. Prenez soin de vous. Chenille ou roue? Chenille. Oui, certains imaginent encore qu'un char à roues, c'est l'équivalent d'une locomotive posée sur des skis. Mais Le meilleur char, c'est le B1 Centauro. et il n'y a aucune contradiction. Le B1 Centauro, ce n'est pas une fantaisie italienne. Si le char à chenilles est un ours, alors le B1 Centauro à roues est un loup. Mais cette bête aime le beau temps. Mieux vaut la chaleur écrasante et la poussière que la pluie et la boue. Bien sûr, sur un terrain vraiment difficile, les roues perdent face aux chenilles. Voilà pourquoi le Centauro n'est pas mis en parallèle, direct avec un char classique. Mais ce n'est pas le seul char à roues sur la ligne de front. L'AMX-10, le jouet français, roule lui aussi sur roues. Quant aux roues, piloter la MX-10, c'est pratiquement comme conduire un camion.
sauf qu'au lieu d'un volant, tu travailles avec des leviers. On dirait que ce conducteur d'AMX-10 ne nous dit pas tout, mais vous en saurez plus sur le comportement du véhicule français un peu plus tard. Les chars italiens et français se battent maintenant quelque part près de Pokrovsk, et là-bas, il fait très chaud. Eh bien, c'est le moment idéal pour les comparer, et en même temps déterminer quel canon est le meilleur, le français ou l'italien. Comment les Ukrainiens utilisent-ils réellement les chars à roues, et est-ce que le concept même de char à roues a vraiment du sens ? Commençons donc par les canons, car ces deux machines se sont retrouvées dans des conditions où c'est le canon qui mène la danse. Dans un instant, vous verrez très clairement pourquoi. Le Centauro B1 et la MX-10 sont tous deux équipés de canons de 105 mm. Mais derrière ce chiffre se cachent deux philosophies totalement différentes et deux visions opposées de la manière dont un véhicule de combat à roues doit se battre. Regardez avec quoi tire le français. Oups, ils ont flouté le type de munition. Il est temps de passer en mode détective Poirot. Regardez de plus près les marquages VO 1400 et VO 800. Il s'agit de la désignation balistique de la vitesse initiale, mesurée en mètres par seconde. Les Français sont parmi les seuls à inscrire ces données directement sur l'obus. Résultat, la MX-10 tire uniquement de la munition française, incompatible avec les standards OTAN. Alors, de quels obus s'agit-il ? Pas de secret entre nous. Montrez votre soutien, mettez j'aime, ça améliore nos stats, merci. Ainsi, OFL est l'acronyme de Obus Flèche, ce qui signifie obus flèche. En réalité, c'est la variante française du projectile APFSDS, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot. On dit qu'il peut percer le blindage frontal et la tourelle des T-55 et T-62 soviétiques à des distances allant jusqu'à 2000 mètres. Les chars modernes ? Oubliez, ils ne les percent même pas à bout portant. Enfin, à moins de s'approcher en douce et de frapper le flanc ou l'arrière. Mais pour ça, il faudrait entrer directement dans la ligne de visée du char ennemi et se faire démonter. Brrr. C'est précisément pour cela que les équipages ukrainiens utilisent d'autres munitions et une autre tactique. Commençons par les obus. Le plus souvent, nous utilisons des obus HIT, et les obus fumigènes ont également très bien fonctionné. Les OFUM, obus fumigènes, ce sont précisément les projectiles que vous avez vus dans le casier de munitions. Il s'agit d'obus fumigènes destinés à ériger un rideau de fumée pour masquer la manœuvre ou dissimuler les positions amies. Mais les Ukrainiens s'en servent aussi contre l'infanterie. Lorsqu'ils frappent la cible, ils génèrent un écran de fumée, et l'ennemi ne comprend plus d'où viennent les tirs. La puissance destructive de l'obus OFUM est inférieure à celle des projectiles explosifs. Son principal danger réside dans son effet incendiaire et la fumée, qui complique fortement la respiration et la visibilité. On frappe les abris où se cache l'infanterie ennemie, afin qu'après notre passage, nos opérateurs de drones puissent bien faire leur travail. Les Ukrainiens utilisent la tactique suivante, ils tirent une série d'obus incendiaires sur la cible pour enflammer la forêt et forcer l'ennemi à sortir de ses abris souterrains. Et ensuite, ils envoient les drones kamikazes. Ainsi, le canon de la MX-10 lui permettait autrefois d'affronter des chars, en appliquant la tactique manœuvre-tir-manœuvre. Aujourd'hui, ces capacités suffisent d'un et surtout pour combattre l'infanterie. Mais les Ukrainiens ont découvert d'autres capacités cachées dans ce canon. Ils tirent avec la MX-10 à des distances allant jusqu'à 7 km, soit 3,5 fois plus loin que ce que le constructeur avait prévu. Comment ? Regardez. Si l'on élève le tube à un angle important, l'obus suit une longue trajectoire en arc et va beaucoup plus loin, même au-delà de la ligne de visée directe. Cette technique s'appelle le tir indirect. Le canon de la MX-10 étant rayé, le projectile bénéficie d'une stabilisation remarquable tout au long de sa trajectoire. Boum ! Et quelques secondes plus tard, l'ennemi reçoit son petit cadeau. Et la précision alors ? Regardez, ils utilisent une boussole d'artillerie comme de vrais artilleurs. Si vous avez les coordonnées de la cible, le reste est simple. Boum ! Et l'ennemi part directement dans l'au-delà. Donc oui, la MX-10 peut encore être utile, même dans une guerre moderne. L'essentiel, c'est d'avoir la tête sur les épaules, un bon canon rayé, des commandes pratiques et les munitions adaptées. Et qu'en est-il du canon du B1 Centauro ? Lui aussi est équipé d'un canon rayé de 105 mm, le Canon Automelara 105-52 LRF. Vous avez peut-être déjà vu un canon semblable, mais d'un autre fabricant, sur le Léopard 1. Nous avons plusieurs vidéos sur notre chaîne où des Ukrainiens partagent leurs impressions sur ce char, et surtout sur son canon. Si vous en avez manqué, abonnez-vous. Nous publions plusieurs fois par semaine de nouvelles vidéos sur les armes occidentales au front. Ainsi, contrairement à son homologue français, le B1 Centauro peut utiliser toute la gamme des munitions OTAN standard de 105 mm. Mais même dans cette liste, il y a des favoris. L'obus préféré ? Le HESH. HESH signifie High Explosive Squash Head. Comment cela fonctionne-t-il ? Pas du tout comme vous l'imaginez. L'obus HESH possède un nez souple. Lorsqu'il frappe un blindage, il ne le perce pas. Au lieu de cela, la charge explosive s'écrase contre le blindage et s'étale comme une fine crêpe sur une poêle. Un instant plus tard, la détonation se produit. Et c'est là que commence le plus intéressant. À l'intérieur, le blindage éclate en fragments métalliques qui réduisent tout en purée. Équipage, matériel, systèmes internes. Et dans le même temps, le blindage extérieur reste intact.
Ainsi, l'obus Hesh ne perce pas, mais après une claque pareille, le char perd littéralement ses dents. Mais le Hesh de 105 mm tiré par le Centauro BA1 ne représente pratiquement aucune menace pour les chars modernes. Oups. La logique du Hesh est simple. Son efficacité dépend de la propagation d'une onde de choc à travers un blindage d'acier homogène. Mais le blindage réactif explosif, qui détonne à l'impact, annule complètement l'effet. Il empêche l'obus Hesh de s'écraser sur la surface du blindage et bloque tout le mécanisme qui le fait fonctionner. C'est comme ça. Alors pourquoi cet opérateur ukrainien du Centauro met-il en avant le Hesh parmi tous les autres types de munitions? Sans doute parce que l'effet de choc du Hesh en fait une munition redoutable contre les fortifications, surtout le béton. Et en plus de cela, il reste efficace contre tous les types de véhicules blindés légers. Ainsi, le B1 Centauro, en Ukraine, ne participe pas au combat contre les chars modernes. La méthode est identique à celle du modèle français, frappe-évasion. Sauf que l'italien l'exécute un peu mieux. La raison est que le canon du Centauro est une pièce haute pression avec un tube plus long, L52. Qu'est-ce que cela apporte? Un tube plus long permet au projectile d'accélérer plus longtemps. Une pression plus élevée signifie qu'il part plus vite, et une vitesse initiale plus grande donne une portée efficace supérieure. Ainsi, tout comme la MX-10, le B1 Centauro peut tirer des positions de tir indirectes, mais à une portée bien plus grande, jusqu'à 16 km. Cela signifie que l'équipage italien peut travailler d'une distance bien plus grande qu'un équipage d'AMX-10 et dispose de 3 à 5 minutes supplémentaires pour quitter la position avant qu'un drone FPV n'arrive. Et s'il arrive quand même, alors la protection du B1 Centauro et de la MX-10 est pratiquement identique. Leur blindage n'arrête que les projectiles de 50 calibres, mais la machine italienne est nettement plus lourde, 25 tonnes contre 17. Alors pourquoi ce poids supplémentaire ne se traduit-il pas par une meilleure protection? Premièrement, le véhicule italien est plus long d'1,50 m. Deuxièmement, son canon est plus lourd. Mais vous allez être surpris, le surpoids n'affecte pas la vitesse du Centauro, car son moteur Iveco développe 512 chevaux, tandis que le moteur français n'en fournit que 300. C'est pourquoi le B1 Centauro, lourd comme l'AMX-10 léger, peuvent atteindre sur bon terrain la même vitesse maximale, jusqu'à 100 km/h. Ni l'un ni l'autre n'aime le terrain lourd, mais sur sol dur, le B1 Centauro, c'est une Lamborghini armée d'un canon. Il a même un volant. Mais l'essentiel, c'est sa configuration 8x4. À basse vitesse, l'essieu arrière s'active et offre un effet de direction arrière, exactement comme sur les voitures de sport. Rayon de braquage, 9 mètres, grandioso. Et la MX-10 alors? Regardez, il pivote comme un vrai char, ce qui lui donne un rayon de braquage nul. Mais cette direction façon char limite l'agilité à grande vitesse. Impossible donc d'éviter rapidement une mine ou un nid de poule. Et en plus de cela, il n'a pas de volant mais des leviers, ce qui complique encore la conduite. Mais la machine française a deux astuces intéressantes. Le premier, c'est sa suspension hydropneumatique. Ce système permet au conducteur ou au commandant d'ajuster la garde au sol et d'incliner la caisse vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés. Sur un terrain forestier accidenté, cela l'aide à franchir les obstacles. La deuxième caractéristique, c'est sa capacité à flotter. Avant d'entrer dans l'eau, un écran anti-remous se relève à l'avant de la caisse. Sur l'eau, la MX-10 se déplace grâce à deux hydrogés installés à l'arrière. Sa vitesse maximale en navigation est d'environ 7 km/h. Cependant, la version modernisée, l'AMX-10 RCR, dotée d'un blindage additionnel, a perdu sa capacité amphibie en raison de l'augmentation de son poids. L'Ukraine a reçu aussi bien les versions de base que les versions modernisées, mais toutes disposent désormais d'une protection supplémentaire contre les drones, ce qui signifie que nous ne verrons pas d'AMX-10 amphibie dans cette guerre. Mais nous aurions très bien pu assister à un duel entre la machine italienne et la machine française quelque part dans la steppe ukrainienne. Il y a quelques années, la Russie envisageait réellement d'acheter un lot de B1 Centauro et de véhicules blindés Frexia pour son armée. Pendant 2 ans, ils ont testé le blindé italien, mais ont fini par abandonner l'idée. Très probablement à cause du châssis à roues et du blindage limité. Les chars à roues ont une mobilité réduite en terrain difficile et une protection faible. La guerre en Ukraine a démontré qu'un blindage épais ne garantit nullement la survie d'un char au combat. En même temps, la grande vitesse et la maniabilité permettent d'appliquer une tactique bien plus sûre du frapper puis décrocher, devenue essentielle pour les deux camps. Écrivez dans les commentaires si, selon vous, la vitesse peut compenser une mobilité limitée et un blindage plus fin. Ou peut-être que les chars n'ont tout simplement plus leur place sur le champ de bataille moderne et qu'il vaut mieux disposer d'un canon automoteur plutôt que d'un char. Curieux de connaître votre avis dans les commentaires. C'est notre maison, enfoiré. Dégage d'ici immédiatement. La ville encerclée est détruite rue par rue. De petits groupes de combattants ukrainiens continuent trop de résister, coupés de leurs forces et de toute logistique. L'ennemi peut être au coin de la rue ou dans la pièce voisine, mais il n'y a aucune issue. Les réserves s'épuisent, l'évacuation est impossible, l'avenir est incertain. Comment survivre dans de telles conditions et à quel prix? On ne les laissera pas entrer ici, tout ira bien. Vous m'entendez, frère? Tout le monde est calme? Oui, tous des Cosaques? Le centre de Toretsk est tenu désespérément par des unités de la police ukrainienne.
L'officier du régiment de police d'assaut Safari, le volontaire Bogdan Kouchnir, arrive à la position de ses combattants. À ce moment-là, des groupes d'assaut de la 132e brigade de fusiliers motorisés russes tentent de trouver la moindre faille dans la défense et de repousser les défenseurs ukrainiens hors de leur position. La situation empire d'heure en heure et ce qui devait être une simple rotation se transforme en un marathon de survie de plusieurs semaines. Où es-tu? Je vais te prendre d'assaut moi-même, espèce de petit bâtard. У них тактика така: група йде, в групу. Leur tactique fonctionne ainsi. Dans chaque groupe, il y a toujours un chef, expérimenté, ayant combattu de nombreuses fois, connaissant parfaitement le terrain, sachant exactement où il se trouve et quelle est sa mission. À lui, on rattache un tas de combattants, chair à canon. Leur rôle est simplement d'être la masse. Avancer, tirer, tenir les positions, attendre jusqu'à ce que, comme ils disent, la ligne soit renforcée. Ils restent là, attendant que d'autres arrivent, et quand les renforts sont là, ils avancent plus loin, jusqu'à ce qu'ils soient tués. Les corps des Russes qu'ils doivent enjamber n'arrêtent pas les nouvelles vagues. Jour après jour, chaque nouvel assaut se brise contre la défense ukrainienne. Було таке, що з 5 ранку. Il arrivait qu'ils commencent à 5 heures du matin, qu'ils n'arrivent pas à entrer par une direction, qu'ils se retirent, se reposent un peu, puis attaquent par une autre, de 5 heures du matin à 5 heures du soir, un assaut de 12 heures. Mais à mesure que l'intensité augmentait, certains ont tout de même réussi à percer jusqu'aux portes de l'unité de police. Ми сидимо, наша група. Nous sommes ici, notre groupe, et le groupe ennemi est derrière le mur. Nous comprenons parfaitement qu'un seul mur nous sépare. Kent, ici, Grise, nous sommes attaqués. L'ennemi est à 9 heures dans le bâtiment, au premier étage. Nous avons besoin d'urgence d'un FPV. Nous avons besoin d'aide. Dans de telles conditions, le seul soutien sur lequel on peut compter vient du ciel. Et nous comptons sur votre like sous cette vidéo. Mais le soutien venu du ciel ici, ce ne sont pas des hélicoptères hollywoodiens. Ce sont des drones ordinaires qui assurent à la fois la logistique et la destruction. Le FPV parvient à neutraliser l'ennemi et il ne reste plus aux gars qu'à nettoyer l'entrée. Хорош. Хорошо. Контроль. Контроль, вони не можуть вийти, там закрито. La situation est encore plus compliquée pour le groupe de la 100e brigade mécanisée indépendante, qui se trouve à seulement quelques rues des combattants de Kouchnir. Le combattant Yuri, incapable de contacter sa famille, enregistre un journal vidéo. Привіт, я на своїй позиції. Salut, je suis à ma place. C'est moi? Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est le 15e jour ou quelque chose comme ça. J'ai perdu le compte. Hier, la journée a été très difficile. Ils se sont approchés en rampant. C'était effrayant. Il y a un très gentil russe qui est allongé là-bas. Nous l'avons recouvert de tôle. Et un autre, dans la deuxième fenêtre. On ne le voit pas d'ici. Un groupe de 3 combattants tient la ligne en encerclement total. Il est impossible d'atteindre la position amie la plus proche. Des drones russes et des groupes d'assaut sont partout. Бігти нема куди. Il n'y a nulle part où fuir. Les maisons voisines, si elles ne sont pas brûlées, ont déjà eu des tirs depuis ces directions. Très probablement, des Russes s'y trouvent. З тих сторін. Leur seul salut, c'est la discrétion et le contact radio avec le poste de commandement. Leur mission consiste à rester invisible et à tenir la ligne de défense dans un immeuble civil détruit. N'oubliez pas de vous abonner. C'est ici que vous entendez de vraies histoires du front racontées par de vrais soldats. Ігор, тільки що. Yurko vient de tirer sur un libérateur. Je l'ai achevé. Puis, il y a eu un largage immédiat. Un éclat a traversé la porte et a frôlé ma tête. De la chance, et je suis toujours sans casque. Les occupants neutralisés deviennent une source précieuse de renseignements, car ils portent souffle des radios encore fonctionnelles. Nous avons intercepté leur communication radio et écouté leurs messages, leurs déplacements, leurs plans, et avons transmis tout cela directement à notre commandement. Si nous pouvions relier leurs messages à un point de repère à proximité, nous savions exactement où le groupe se déplaçait. Une unité voisine avait une mitrailleuse en action, il y avait une position voisine. Et à la radio, nous entendons comment ils dirigent l'un de leurs groupes d'assaut. Leur commandant leur dit « Il y a un sniper et une mitrailleuse dans cette zone. Il y a beaucoup de morts, rampés en contournant cet endroit. Donc oui, ils ont beaucoup de monde. Ils savent que notre sniper et notre mitrailleuse couvrent cette zone, qu'il y a des cadavres qui s'accumulent là-bas. Et malgré cela, ils continuent d'envoyer d'autres soldats. Et nous signalons, ce groupe avance. En plus du sniper et de la mitrailleuse, nos drones sont également à l'œuvre. Ils sont littéralement mis en pièces, mais ils continuent quand même à avancer vers le même point. Pendant ce temps, la situation pour le détachement de police s'aggrave. L'ennemi s'est approché tout près de leur position et passe littéralement sous leurs fenêtres. Mais ces groupes d'assaut sont très différents des précédents. Койотик! Работай по ***ам! Одна з груп там, от якраз. Il y avait des groupes, comme celui de la vidéo, qui ne se repliaient pas du tout.
Mais le professionnalisme de la police ukrainienne prend à nouveau le dessus sur les Russes. 12 годин. А ну глянь через. Regarde à travers la grille. Ils sont tous là, étendus. Les 4 sont neutralisés. Les 4 sont morts. Jour après jour, les assauts frontaux ne donnent aucun résultat, alors les Russes tentent une nouvelle tactique. Сварог, вони за ніч переробили. Svaro, pendant la nuit, ils ont creusé un trou. J'ai un combat dans le sous-sol. La seule chose qui sauve le groupe de police, c'est la vigilance. L'ennemi est passé jusqu'à la position par un tunnel, mais il a été détecté à temps. Un seul geste brusque. Je tire immédiatement. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je le jure à 100%. Tu es russe ou quoi? C'est qui, bordel? Enlève ça, enlève. C'est juste que j'ai du mal à respirer. Enlève, enlève. Mais les Russes ne sont pas le seul ennemi. La météo frappe tout aussi durement. Le groupe de Yuri fait face aux pénuries et au froid glacial. У нас пісня. Il fait très froid. J'ai trouvé quelque chose qui ressemble à un gilet. Une sorte de gilet en fourrure. Mais j'ai quand même froid. Il faut trouver de la nourriture sur place. Mais ce n'est que la moitié du problème. Réchauffer quelque chose est une tâche pratiquement impossible. Було щось розпалити. Il était impossible d'allumer quoi que ce soit. Même réchauffer la nourriture posait problème. La moindre vapeur aurait été visible. Il ne restait plus de fenêtres dans la maison. Tout était visible de l'extérieur. Il y avait beaucoup de chiens errants, d'animaux. Ils sentaient la nourriture et venaient d'y gratter aux portes, tourner autour. Cela pouvait révéler notre position. Les drones pouvaient repérer le mouvement. C'était un problème. Mais d'une manière ou d'une autre, on s'en est sorti. Près de la maison où nous étions, 3 caves ont brûlé. Hier soir, nous avons couru jusqu'à elles, extrêmement dangereux. Mais nous n'avions pas d'eau. Et dans ces caves, il y avait beaucoup de bocaux, des conserves. Tu sais, du fait maison. Des haricots à la tomate et sans tomate. Le sommeil, ou plutôt son absence, est un autre problème grave. Les combats ne sont pas propices au repos, et si l'on ajoute à cela les attaques incessantes, le froid et les gardes interminables, le sommeil devient un luxe. Скажем, немає такого, що тобі. On dormait peut-être, en général 3 ou 4 heures par jour selon la situation. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait t'apporter de l'eau ou te livrer une soupe chaude. L'eau vient à manquer. Et par temps de gel, si de l'eau est larguée par drone, elle peut se briser, ou tu ne peux même pas sortir pour la récupérer à cause de l'ennemi. Il faut rationner la nourriture. Ce n'est pas qu'on meurt de faim, mais il fait froid, tu es épuisé, et ton corps brûle l'énergie à une vitesse folle. Tu as constamment faim, constamment envie de dormir. Tu vis dans une sorte de coma. C'est un combat sans arrêt, des mortiers qui tombent directement sur toi. Tu t'épuises très vite. Dans de telles conditions, même la moindre chose peut te coûter la santé. Nos gars ont une position à 100 mètres de la nôtre. Ils sont tous malades. L'un a une pneumonie, l'autre une pancréatite. Eux non plus ne sont pas évacués. On le promet chaque jour, mais on a arrêté d'attendre. On a fait des réserves de nourriture et d'eau et un sac de couchage. C'est le plus important. On a réussi à en tirer un autre d'une cave. À mesure que la situation dans la ville se détériore, l'envoi de véhicules blindés pour l'évacuation devient très risqué. Les routes sont minées, les drones ennemis surveillent en permanence. Chaque livraison de ravitaillement ou évacuation devient un acte héroïque. Il y a quelques jours, un véhicule est venu pour évacuer les gars. D'abord, il est tombé en panne. Ensuite, il n'y avait pas assez de place pour embarquer tout le monde. Puis ils ont réussi à le remettre en marche. Il est reparti pour un second passage et a heurté une mine. L'équipage a été blessé. Les unités de police font face au même risque. Une équipe de renfort est arrivée directement jusqu'à la maison. Mais ce qui s'est passé ensuite relevait du pur cauchemar. І я просто стою, дивлюсь. Je me tenais là, en observant le secteur. Notre véhicule arrive, la porte s'ouvre, leur commandant a le temps de sauter. Et avant même que le véhicule ne s'arrête complètement, un drone FPV percute le flanc. Le commandant est touché par des éclats et tombe. La charge se déclenche. Tous ceux à l'intérieur sont également touchés. Les gars ont pris la seule décision possible. Claquer la porte et dégager à toute vitesse. Mais le commandement du régiment ne renonce pas. L'une des tentatives suivantes réussit enfin. Un transport de troupes blindées parvient à évacuer les blessés et un prisonnier de guerre. Pendant ce temps, le groupe du capitaine Bogdan Kouchnir continue de tenir sa position. Cela fait 1 mois de combats ininterrompus. La 100e brigade mécanisée indépendante travaille au déminage et à la neutralisation des embuscades sur les axes d'accès afin de permettre la rotation du groupe de Yuri. Une fois, le commandant a dit « Les gars, il vaut mieux que vous restiez encore un peu, mais on vous sortira sans perte. Il faut déminer la route, s'assurer que les véhicules ne tombent pas dans une embuscade ennemie. Il faut aussi une bonne météo. Tout doit s'aligner. Route dégagée, absence de tirs ennemis et conditions météo favorables. » Finalement, après 49 jours en position, le groupe de Yuri est évacué.
Leur histoire se termine bien, mais la défense de Toretsk a déjà coûté la vie à des centaines d'Ukrainiens et des milliers de virus. L'équipe de police obtient sa rotation au 35e jour, sous le feu tout du long, mais elle parvient à s'en sortir. Ce ne sont que quelques épisodes de la défense d'une seule ville dans le Donbass. La bataille pour Toretsk se poursuit, tout comme les combats pour des dizaines de villes et de villages le long de toute la ligne de front. Restez avec nous, car cette guerre n'est pas encore terminée, et chaque histoire compte. L'ennemi avance vers Kostiantynivka de 3 directions, et même si son infanterie est encore loin de la ville, les drones russes et les frappes aériennes continuent de la frapper sans arrêt. Et l'équipage du Paladin de la 28e brigade mécanisée tient sa position pour couvrir l'infanterie sur la ligne de front avec des tirs d'artillerie. Le destin de la ville dépend de leur précision. Un groupe d'infanterie ennemie tente de se retrancher parmi les bâtiments en périphérie de la ville. De petits groupes comme ceux-ci sont dangereux, car ils peuvent se déplacer silencieusement et sans être repérés. Plus tard, ils peuvent opérer comme des groupes de sabotage même à l'intérieur de la ville. Ainsi, toute tentative de l'ennemi d'y établir un point d'appui doit être écrasée immédiatement. Impact direct. Mais l'ennemi ne s'arrête pas une seule seconde, et un nouvel ordre, canon en mode tir, peut arriver à tout moment. Les équipages des M109, opérant dans le secteur de Kostiantynivka, tirent sans relâche. Quand il le faut, tout le monde travaille, sans exception. Peu importe qui vous êtes, mécanicien, chargeur, membre de l'équipe d'artillerie, tout le monde travaille. Souvent, ils doivent effectuer l'entretien du véhicule et du canon directement sur la position de tir. Car l'artillerie reste, encore aujourd'hui, l'arme de première réaction. Malgré le développement rapide des technologies de drones, l'artillerie a toujours besoin de moins de temps pour viser et tirer qu'un drone n'en met pour atteindre sa cible. Mais un simple moment d'hésitation pourrait coûter la vie à quelqu'un. Et cela révèle le premier problème de l'artillerie ukrainienne et des forces armées dans leur ensemble, une pénurie de personnel. On a assez d'obus, mais pas assez de bras. S'il y avait plus de monde, plus de bras, tout serait bien plus facile. Et avec plus de likes, cette histoire se répandrait beaucoup plus vite. Moins vous avez d'hommes, plus chacun d'eux doit fournir d'efforts, et ce genre de pression peut affecter leur performance. Mais malgré la fatigue, le manque de sommeil et le danger constant venu du ciel, ils s'en sortent toujours très bien. Un groupe d'infanterie ennemie tente de ramper aussi près de la ville que possible. L'équipage leur envoie d'énormes cadeaux de 40 kilos chacun. On tire de l'explosif fragmentation, parfois du cluster, ce genre de choses. La dernière frappe contre l'infanterie ennemie a été extrêmement réussie. Environ à 10 à 20 mètres de la cible, c'est parfait. Je pense qu'après un tel tir, oui, c'est difficile. Je pense que cela a été assez efficace dans ce secteur. S'ils tombent dans leur direction, il n'y a tout simplement aucun moyen de s'échapper. Il y a certainement eu des blessés, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des morts, mais il y a sans aucun doute eu des blessés. Mais dans le Donbass, la précision seule ne suffit pas. Avec si peu de ces canons automoteurs disponibles et des problèmes constants pour acheminer les munitions jusqu'aux positions de tir, les équipages doivent accomplir de véritables miracles de précision. Les anciens utilisateurs de ce canon n'arrivent tout simplement pas à croire qu'un tel tir soit possible. 1, 2, et parfois, même avec le premier tir, on touche directement la cible. Tout le monde était content, tout le monde était surpris. Les Norvégiens disaient que ça n'arrive pas, que ça n'arrive tout simplement pas. Quoi, vous avez touché la cible au premier tir? Oui, directement dans le mille. C'est arrivé plus d'une fois. Je leur ai dit, une coïncidence, j'imagine. Et ces coïncidences, elles arrivent à quelle fréquence? Assez souvent, oui. Malgré de tels succès, chaque mission de tir comporte un danger sérieux. Et ce danger plane littéralement au-dessus de leur tête. Dès que le signal acoustique s'arrête, on continue. Le danger venu du ciel est passé, il est temps de reprendre le travail. Au cours de cette relève, le canon a déjà effectué des dizaines de missions de tir. Et vous avez vous aussi une mission, vous abonner à cette chaîne. Mais maintenant, après une longue relève, commence la mission la plus dangereuse, la rotation. Pour effectuer la rotation d'un équipage d'artillerie à travers des essaims de drones ennemis, il faut une chose, la vitesse. Les véhicules blindés ne peuvent pas l'assurer, les camions si. C'est donc l'officier de presse de la 28e brigade qui dirige l'opération. Il y a tellement de drones qu'ils sont obligés de se défendre directement des fenêtres. Plus le véhicule avance, plus cela devient dangereux.
Il y a énormément de drones ici, surtout ceux à commande par fibre optique, parce que l'ennemi a amené une autre unité qui utilise une quantité massive de systèmes à fibre optique. Donc survoler cette zone, c'est littéralement comme lancer les dés. Comme vous pouvez le voir, tout est détruit ici. Et traverser cela en véhicule, c'est une pure loterie. Et maintenant arrive la section la plus amusante. Sur ce tronçon de route à découvert, les soldats utilisent tous les moyens de défense dont ils disposent. Il vous faut un fusil à pompe de la guerre électronique. Et énormément d'attention, car les drones à fibre optique ne sont pas affectés par l'AGE, comme vous le voyez. Et l'AGE n'aide pas toujours de toute façon. C'est comme un gilet pare-balles, ça vous donne une chance, mais jamais à 100%. Donc l'attention est essentielle. Vous devez rester extrêmement vigilant. Devant nous, il peut y avoir des drones posés au sol qui nous attendent. Des dormants, comme on les appelle, ils sont très dangereux. Ils peuvent rester là aussi longtemps qu'ils veulent et simplement attendre une cible. Alors restez vigilants, très vigilants. L'attention portée au ciel les a détournés du danger qui les attendait juste sous les roues. Maintenant, ils doivent s'arrêter. Et quoi de pire dans un endroit pareil que de s'arrêter? Ненавижу путанку. Давай. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes même pas encore arrivés à la position. Et nous sommes déjà coincés. On essaie de sortir de là maintenant. Des explosions constantes, des drones partout. Piou. Et ce n'est que le début. Красавчик. Давай-то по коням. Cette fois, le groupe a de la chance. Les positions d'artillerie sont proches, mais il faut tout de même s'assurer qu'aucun mouvement ne trahisse la position. En attente de l'ordre de se déplacer vers la position. Pendant qu'ils attendent, un drone FPV passe au-dessus. Забегай. L'officier de presse de la 28e brigade fait entrer les soldats dans une entrée d'immeuble tranquillement. Mais les drones ne sont même pas la pire chose qui les attend dans cette ville. Розумію, не тільки дрони працює. Il travaille, si je comprends bien, non seulement avec des drones, mais avec tout l'arsenal. Des CAB, 15 à 30 frappes par jour. Des drones, des centaines. L'artillerie frappe aussi ici, comme vous pouvez le voir. Y a-t-il un endroit sûr ici? Non, aucun. Seulement le sous-sol. Le seul endroit sûr, c'est littéralement de rester assis dans un sous-sol sans en sortir. Et l'ordre de se déplacer vers la position ne facilite rien. Le groupe doit parcourir le dernier tronçon à pied et espérer passer inaperçu face aux drones ennemis. Ouf, on a eu juste une seconde pour reprendre notre souffle. Et il fallait déjà repartir en courant. Il y avait trop de drones. On venait d'arriver à la position des gars quand l'ordre de tirer a été donné. Ici, l'arme est en train d'être préparée et elle est maintenant sur le point d'envoyer la mort sur le champ de tir. Il n'y a pas de temps pour discuter. La rotation doit être terminée avant la tombée de la nuit. Les drones équipés de vision nocturne ne laissent aucune chance d'en sortir indemne. La relève est effectuée, tout est emballé, il est temps de partir. C'est extrêmement dangereux. C'est littéralement la route de la mort en ce moment, celle sur laquelle on roule. C'est une vraie loterie. Vous voyez, Need for Speed, putain. Il n'y a pas d'autre option, il n'existe pas de logistique normale ici. À quelle fréquence les soldats de la 28e brigade doivent-ils faire ça? Plusieurs fois par jour, parce que sans cela, il est impossible de ravitailler les unités. Nous devons prendre des risques énormes, vraiment énormes. Et, eh bien, c'est la réalité de la guerre. Tout le monde aime regarder les assauts et tout ça, mais sans la logistique, ces assauts n'auraient tout simplement pas lieu. Et c'est pratiquement la seule route de vie, le seul moyen d'approvisionner nos soldats. Nous avons encore de la chance. Nous arrivons à en sortir, mais certains doivent y rouler comme ça plusieurs fois par jour. Et ici, ils frappent littéralement tout ce qui bouge. Vous allez voir dans une seconde, il y a une caserne de pompiers devant et un véhicule détruit à côté. Oui, et cet endroit, c'est l'enfer. En voilà encore un. Regarde, c'est un camion de pompiers. Merde. Les artilleurs continuent de défendre Kostiantynivka. Autrefois, ils avaient la réputation de dieux de la guerre, une force incontestable qui décidait de l'issue du combat. Mais aujourd'hui, être artilleur n'est guère plus sûr qu'être fantassin.
Les nouveaux systèmes de détection et les nouveaux types d'armes obligent ces dieux à risquer leur vie chaque jour, à chaque étape de leur travail, pour protéger une ville qui n'a pas capitulé, et qui n'a toujours pas capitulé. Cette mission ne dure ni un jour ni un mois, et à ce stade, l'histoire de la défense de Kostiantynivka est encore loin d'être terminée. Restez avec nous pour entendre encore plus d'histoires du front. Honnêtement, il faut être très courageux pour traverser chaque jour ce couloir de drone, simplement pour faire son travail. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette réalité pour les autres équipages qui assurent la défense, regardez la playlist. Restez en sécurité.